Ameublement Tanguay en première ligne. Salut, ici Jonathan Fournier et je vous souhaite la bienvenue à l'Esprit sportif. Aujourd'hui à l'émission, on vous parle du programme de soccer du Séminaire Saint-François. Il y a également la mégastar de la NFL, Tom Brady, qui est sur le point de changer d'adresse dans les prochaines heures. Tout d'abord, l'alpiniste de Québec, François-Guy Tivierge, s'est lancé le défi il y a quelques mois de gravir 55 montagnes en 55 mois pour ses 55 ans. Maintenant, François-Guy est à 56 ans. Son défi sera sur pause dans les prochaines semaines, les prochains mois, mais 10 montagnes ont déjà été effectuées. Reportage. François-Guy Tivierge, bienvenue à l'Esprit sportif. Merci à l'invitation. 55 montagnes en 55 mois. La dernière fois qu'on avait discuté, on avait 3 de faits. On en est aujourd'hui. Bien, écoute, j'ai complété ma collection avec un voyage en Amérique centrale où j'ai fait 5 sommets de 5 pays de l'Amérique centrale, donc Costa Rica, le Guatemala, le Nicaragua, le Honduras et l'El Salvador. Donc 5 sommets de 5 pays. Par la suite, je suis allé en Amérique du Sud, en Argentine, où j'ai fait une tentative sur le Cerro Torre, qui est une montagne vraiment d'escalade verticale de roches et de glace. Puis j'arrive de 2 semaines dans les Rocheuses canadiennes où j'ai fait 3 ascensions de montagnes de glace vraiment spectaculaires. Amérique centrale, on a des conditions d'escalade qui ressemblent à quoi? Est-ce que c'est sec ou encore une fois on est dans la neige? On est où en Amérique centrale? Amérique centrale, on est sur des volcans. On est sur des volcans de 3800, 4200 mètres. C'est quand même en altitude. 2 belles grosses montagnes qui étaient dans ma liste que je voulais absolument faire. Le Tajumulco, qui est le sommet de l'Amérique centrale. Vous savez, j'ai fait les 7 sommets des 7 continents. Donc, l'Amérique centrale n'était pas faite sur ma liste encore. On est dans une place extraordinaire. Parlons de l'Argentine, un sommet bien particulier qui t'attendait là-bas, qui faisait vraiment partie là, de ta sélection. Un sommet important, mais difficile d'avoir les bonnes conditions pour le faire. Hein? Oui, le Cerro Torre en Patagonie, c'est réputé pour des vents les plus violents de la planète. Qui vient du Pacifique et puis qui va plâtrer avec de la neige, de la glace, les sommets pointus, des aiguilles de la Patagonie. Ça a été des vents extrêmement violents, 80 à 160 km/h de vent, avec des bourrasques incroyables, puis des conditions d'ensoleillement puis de temps doux qui fait que quand le vent arrête, tout se détache de la montagne, les avalanches, les chutes de glace, ça devient extrêmement dangereux. Donc, on va rester très prudent, nous, dans notre défi quand même. Là. On va être prêt pour une deuxième tentative éventuellement sur le Cerro Torre. Au cours de mes 4-5 prochaines années, je vais avoir peut-être le temps d'y retourner. Fait que je me dis que c'est pas une défaite, c'est une mise en bouche. Par la suite, l'Ouest canadien qui t'attendait, bien sûr, des conditions de glace, les Rocheuses. Je présume que tu étais allé quelques fois parce que c'est tout près de nous. Je suis allé souvent l'été, mais là, en hiver comme ça n'avait jamais eu la chance de faire ça. Tenter de faire des voies d'escalade de glace que j'ai toujours rêvé de faire. On parle d'une des parois de glace à 2 étages, vraiment exceptionnelle. On parle de 500 mètres d'ascension de glace, là, verticale complètement, là, par 2 paliers. Puis ça m'a vraiment là, explosé les avant-bras, comme on dit. Là. J'ai vraiment là, été au bout de mes limites. Là. J'ai même pensé abandonner à un moment donné, tellement c'était dur. Là. Je suis reparti, je l'ai sorti jusqu'en haut. Good job? Good job. Par la suite, j'ai complété une autre montagne qui va être dans ma collection. Elle s'appelle Hydrophobia. C'est une paroi de glace complètement verticale là, qui est toute d'un seul jet. L'approche prend 3 heures de raquette pour se rendre au pied. Par la suite, on parle d'environ 7 à 8 heures pour faire l'ascension de cette montagne-là. Redescendre en rappel, retourner en raquette. Ça fait des journées d'à peu près 14 à 16 heures. Très difficile physiquement. Puis je suis très fier de l'avoir faite.
avec ce qui se passe présentement, ça me donne une pause pour justement repartir peut-être plus au mois de juin. J'irais plutôt rester au Canada puis aux États-Unis en campeur puis faire le tour un petit peu des montagnes qui restent à gravir sur le territoire nord-américain. Dans la NFL, le marché des joueurs autonomes ouvrait officiellement dès 16h cet après-midi et l'une des plus grandes stars de la Ligue, Tom Brady, qui vient de passer 20 ans avec les Patriots de la Nouvelle-Angleterre, pourrait changer d'adresse. Le reportage de Stéphane Turcot. Sous le chaud soleil de la Floride, Tom Brady aura 2 cibles de prédilection à la position de receveur de passe. Des mains qui savent capter le ballon. Chris Godwin et Mike Evans ont pratiquement cumulé 2500 verges de gain par la passe la saison dernière. En Nouvelle-Angleterre, seul Julian Edelman avait plus de 1000 verges. On raconte aussi que les Buccaneers seraient prêts à donner une dernière chance à l'enfant terrible Antonio Brown, qui avait bien fait lors de son court séjour chez les Pats. Et rêvons un peu, si le premier touchant en carrière du Beauceron et ancien Rouge et Or, Anthony Auclair, était réussi sur une passe de Tom Brady. Depuis la retraite de Rob Gronkowski, Brady n'avait aucune chimie avec un ailier rapproché des Patriots. Gronkowski, Brady, showing us what makes them so special. Les talentueux Cameron Brate et O.J. Howard chez les Buccaneers devraient ravir M. Brady. That's it. L'entraîneur à Tampa Bay, Bruce Arians, est un spécialiste de l'offensive. Il a déjà dirigé des vétérans en carrière comme Peyton Manning, Ben Roethlisberger et Carson Palmer. Sachez aussi que l'actuel directeur gérant des Buccaneers, Jason Litch, était l'un des dépisteurs des Patriots à l'époque qui avait fortement recommandé Tom Brady au repêchage de 2000 alors qu'il avait été le 199e choix au total. On disait alors que Tom Brady n'avait pas les outils nécessaires pour être un corps arrière dans la NFL. En quittant la conférence américaine pour la conférence nationale, Tom Brady n'aura plus à se frotter aux jeunes loups que sont les Patrick Mahomes et Lamar Jackson, mais il se retrouvera dans la même division que Drew Brees et les Saints de la Nouvelle-Orléans qu'il affrontera 2 fois en saison régulière. On parle ici de 2 carrières qui cumuleront 84 ans. Toutefois, aucun match du calendrier régulier en 2020 entre les Buccaneers et les Patriots, seulement en 2021. Mais à ce moment-là, on verra. En plus, en prenant la direction de la Floride, Tom Brady est assuré de jouer au moins 11 matchs du calendrier régulier au show, à domicile et un peu même à l'étranger, dans des conditions souvent plus favorables en novembre et décembre, contrairement à Boston. Tom Brady mettra-t-il fin à la disette des Buccaneers qui n'ont pas participé aux éliminatoires depuis 2007, la 2e plus grande séquence active du genre derrière les Browns de Cleveland? Et ah oui, en passant, le prochain Super Bowl aura lieu à Tampa Bay. Stéphane Turcot, TVA Sport. Après la pause à l'Esprit sportif, le programme de soccer du Séminaire Saint-François. Le programme de soccer du Séminaire Saint-François fait ses preuves depuis plusieurs années, surtout du côté des athlètes féminines. Le niveau de jeu juvénile y est tellement de bonne qualité que des collèges et universités américaines recrutent et offrent des bourses d'études à certains joueurs et joueuses. Il y a quelques semaines, j'ai rencontré quelques ex-Blizzards qui jouent maintenant aux États-Unis. Alors, au soccer scolaire pour le Séminaire Saint-François, le Blizzard, autant chez les hommes, chez les femmes, c'est une saison qui passe assez vite. Ça fait déjà quelques semaines que vous êtes en activité. Oui, absolument. Ça dure environ 8 semaines au complet, là, si on calcule de la première à la dernière, de la préparation jusqu'au dernier match. On avait 9 équipes. Sur les 9 équipes, il y en a 7 qui ont terminé dans les 2 à 3 premières positions. Donc, on est très satisfait de la saison. On a derrière nous là, les plus vieilles juvéniles qui, eux autres, ont terminé première dans la saison et aussi des séries éliminatoires. Chez les filles, on est à un standard plus élevé que n'importe quelle école ou n'importe quel programme scolaire. On en a certaines qui sont allées jouer aux États-Unis. On en a déjà 3 avec des full scholarships. Emma Donovan, Julia Mahoney, Emma Cossette, 3 filles qui ont eu des full scholarships avec le Maine. Donc, ils payent aucunement leur école, leur dorm et leur nourriture pour se présenter là-bas et être formés comme une bonne joueuse finalement de ce camp. Salut, moi
moi je m'appelle Emma Donovan, j'ai fait 5 ans avec le Bizarre et maintenant je joue pour les Black Bears de l'Université du Maine. Ça faisait un peu partie de tes rêves de transférer aux États-Unis jouer au soccer? Oui, ça a toujours été un but pour moi parce que je trouve que l'expérience avait l'air vraiment fun. C'est sûr qu'à 17 ans, de faire un choix d'aller de l'autre côté de la frontière, c'est difficile, mais ils se sont bien organisés. Puis c'est sûr que de le vivre à 2 ou à 3 filles de la région de Québec ensemble, ça a facilité les choses. J'étudie en administration, puis ils ont vraiment un bon programme pour ça, fait que moi, je tripe là-bas. Puis soccer, on est très bien encadré, on s'entraîne vraiment fort. Dans notre équipe, on a des filles qui viennent de l'Allemagne, de la Norvège, puis de la Suède. Fait que c'est comme une grosse équipe avec genre différentes cultures. Fait que nous, on s'intègre là-dedans. Il y a une Evelyne Vien qui ouvre beaucoup les portes à la région de Québec. Evelyne qui est une très, très bonne joueuse de la NCAA, qu'on connaît presque tous maintenant à Québec. Et là, elle ouvre vraiment, vraiment beaucoup de portes pour nos filles à nous. Ça prouve que ce qu'on fait en termes de développement physique, de développement tactique, technique, au niveau de l'encadrement académique, ça porte fruit. Si les portes s'ouvrent pour ces élèves-là, c'est vraiment parce qu'à tous les niveaux, les recruteurs reconnaissent qu'ils correspondent bien à ce qu'ils cherchent comme élève athlète. Du côté des garçons, il y a Elliott Alain qui vous rend fier aussi. Oui, Elliott est au IMG Academy, qui est pas mal la meilleure académie au Nord-Amérique. C'est assez énorme comme préparation, qu'est-ce qu'ils ont là-bas. C'est en Floride. Ils ont 12 terrains naturels de soccer arrosés, tondus chaque jour. Une salle d'entraînement qui vaut environ 1 million de $. Donc, c'est pas mal une des meilleures académies nord-américaines. Elliott Alain, ancien du séminaire Saint-François, maintenant à IMG Academy. Je tombe en amour avant même d'aller faire le camp là-bas. Puis c'est une super expérience. C'est la première étape pour achever mon rêve, là, comme je pourrais dire. Fait que c'est une première étape là-dedans. Un athlète qui était exceptionnel lorsqu'il s'entraînait avec vous? Un athlète surtout qui a été capable de progresser, qui a travaillé très, très fort, qui a cru à ses rêves, puis aujourd'hui, il est en train de vivre le rêve. Moi, mon objectif, c'est d'ouvrir vraiment les frontières, puis après ça, les jeunes pourront décider qu'est-ce qu'ils veulent faire. On a l'impression que notre programme de soccer est rendu à maturité. Le séminaire a toujours été reconnu pour le hockey, le football, le basket. Maintenant, on a l'impression que notre programme de soccer est rentré dans les ligues majeures présentement. Ici Jonathan Fournier, c'est tout pour l'Esprit sportif. On se dit à la prochaine. Ciao!